7h43 sur BFM Business et sur RMC Live. Notre invité ce matin, c'est Clément Beaune. Bonjour, vous êtes haut commissaire au plan. Vous avez publié une étude passionnante intitulée Jeunesse d'hier et d'aujourd'hui, le grand déclassement. Alors c'est passionnant, mais c'est un tout petit peu déprimant pour la jeunesse française. 2 jeunes sur 3 pensent que c'était mieux avant. C'est pas seulement un sentiment, c'est désormais une réalité mesurable. On est ce matin avec Raphaël Legendre. Le sujet nous passionne. Quand on dit que c'est la génération de Nicolas qui paie, franchement, quand on lit votre note, c'est un peu vrai. Alors c'est un peu vrai, il y a quand même des progrès. Et je vais commencer par ça parce qu'on n'en parle jamais. La situation des jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui ont une trentaine d'années en 2025, typiquement Nicolas, puisque Nicolas c'est le prénom le plus donné il y a 30 ans à la naissance, c'est une situation qui, sur le plan par exemple des salaires, on l'imagine pas toujours, est meilleure en entrée de carrière que ce qu'on avait au milieu des années 70. En 1975, on a pris cette référence. 10% de hausse, oui, y compris en prenant l'inflation en compte. Bien sûr, y compris en prenant l'inflation. Donc en pouvoir d'achat du salaire de début de carrière, on est mieux payé. Et puis on est plus diplômé. Ça, c'est quand même un atout individuel et collectif. On est une société plus diplômée. Vous aviez 1 jeune sur 5 qui était diplômé de l'enseignement supérieur il y a 50 ans. Aujourd'hui, c'est 1 sur 2. Bon, alors, le diplôme, c'est d'ailleurs je trouve le thème le plus intéressant parce que, inversement, avec le même diplôme, vous n'avez pas le même type d'emploi parce que le diplôme, forcément, en se démocratisant, et tant mieux quand même pour la société, c'est dévalorisé aussi. Et donc, il y a un chiffre qui est très frappant, c'est que vous avez aujourd'hui 1/3 des gens qui ont un niveau supérieur au bac, qui vont rentrer en carrière sur un travail, un boulot d'ouvrier ou un boulot très peu qualifié, alors que c'était 10% il y a 70 ans. Autrement dit, le bac a moins de valeur, et même le bac plus 2 a moins de valeur qu'il y a 50 ans, à mesure qu'il s'est généralisé. Parce qu'on n'est pas là au cœur du sentiment de déclassement de cette classe d'âge. Bien sûr, même un peu plus loin. Poussé à faire des études pour des diplômes finalement en carton pour certains. Alors, je veux dire, du point de vue de la société, et d'ailleurs tous les pays qui sont compétitifs aujourd'hui, y compris la Chine, les États-Unis, etc., ne sont pas des sociétés sans diplôme. Donc attention, il ne faudrait pas tirer de ça la conclusion qu'il faudrait qu'on soit une société, on arrête de faire des études, etc. Et d'ailleurs, on voit bien que le diplôme est la meilleure protection, notamment contre le chômage et encore contre l'emploi peu qualifié. Mais il y a une dévalorisation, c'est clair. Il y a un autre sujet qui est le malaise de la jeunesse. Vous avez dit sentiment de déclassement, moi je suis même un peu plus affirmatif, c'est pas un sentiment. Il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet sur la dévalorisation du diplôme et il y a un vrai sujet sur le logement. Oui. C'est probablement la clé du malaise des jeunes aujourd'hui. Le logement, on va y revenir dans le détail parce que c'est fondamental. Je voudrais juste revenir sur le salaire parce que vous dites oui, on a un salaire plus élevé quand on arrive en début de carrière. Mais après, on est bloqué. Après, on est bloqué finalement. Il y a un sentiment de j'ai mon diplôme, mais en fait, j'ai un emploi qui est inférieur à mes compétences et puis j'avance pas en termes de salaire. Ça, c'est gravissime parce que ça crée un sentiment terrible. Alors, il y a ce sentiment parce qu'au milieu de la carrière, quand on va arriver vers la fin de la trentaine, le début de la quarantaine, c'est aussi le moment où on finance le plus, et beaucoup plus qu'avant, la protection sociale. C'est ça, ce fameux symbole des jeunes actifs ou de Nicolas qui payent. Oui. Pour Chantal et Michel qui partent en croisière, c'est ça la suite. Oui, alors moi je suis toujours un peu sceptique sur la guerre des générations parce que Chantal et Michel, on ne va pas refaire leur vie, on ne va pas les jalouser, peut-être un peu, mais bon, c'est comme ça. Et il faut dire aussi, ça c'est quand même intéressant, que tout le monde paye plus pour la protection sociale. C'est-à-dire les retraités eux-mêmes payent plus qu'il y a 50 ans pour la protection sociale parce qu'il y a une vérité, c'est qu'on est une société plus vieille et donc la protection sociale elle coûte plus cher à tout le monde. Et donc l'effort, il a quand même été fait un peu plus par la génération actuelle, les jeunes actifs, mais il a été fait par toutes les générations pour financer la protection sociale. Alors le logement, Raphaël, c'est fondamental. Alors juste qu'on vérifie, c'est quand même l'ascenseur social, c'est très nettement grippé entre les années 70 et les années 2000-2020. C'est quand même ça, c'est l'idéal méritocratique qui est un peu remis en cause. Pour 2 raisons, parce qu'on était une société en rattrapage et en croissance dans les 30 glorieuses, on ne retrouvera pas ça, soyons clairs. Et puis il y a un sujet qui est sous-jacent dans toute notre note, et ce sera vraiment le cœur des travaux qu'on mène dans les mois qui viennent, c'est la démographie. La vérité de notre situation de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est qu'elle paye une démographie déclinante, ce qui fait que la société est plus vieille, et donc la protection sociale, tous les filets de sécurité, dont la retraite, mais aussi la santé, coûtent plus cher. Et c'est le débat du moment. Il faut qu'on s'adapte à cette démographie, c'est la question de travailler plus dans la vie, et ça c'est inévitable. Pour acheter, il faut désormais 23 ans de remboursement contre 10 à l'époque de 1975. Une partie du sujet se trouve ici. Comment on fait pour faire tourner ces logements
logements, ces biens qui ont été acquis pas cher par la génération des baby-boomers. Oui, le sujet c'est clé, c'est le logement. Ça s'est dégradé pour tout le monde et en particulier pour les jeunes et pour les jeunes parents tout particulièrement, les jeunes actifs. Donc ça veut, et il y a une concentration aussi dans les centres-villes. Donc c'est des questions très compliquées, mais de concentrer nos moyens de la politique du logement sur ces zones tendues, sur ces professions intermédiaires aussi. On voit que par exemple quand vous êtes aujourd'hui un enseignant, un infirmier, c'est quasiment impossible de vivre au cœur de Paris ou dans une grande ville française. C'était pas le cas il y a 50 ans. Et donc c'est de la construction, bien sûr, c'est du soutien sans doute aux actifs en particulier pour accéder au logement. On a beaucoup fait pour le logement social, peut-être un peu moins pour le logement intermédiaire. On rentre pas dans le détail de la politique du logement, mais si j'avais un message, c'est que si on veut améliorer la situation de Nicolas, des jeunes actifs aujourd'hui, et on le dit pas assez, c'est le logement d'abord. Ce message, on a l'impression qu'il est absolument pas entendu des politiques. Vous avez vous-même été ministre, alors pas du logement, mais des transports, des affaires européennes. On se demande ce qu'attend le politique pour réagir. Ces mots du logement, la crise du logement qui est là, qui va s'accélérer, on la connaît et pourtant rien ne se passe. Moi je faisais, c'est pas dans la note, mais une proposition dans un livre récent. Je disais par exemple, il faut que dans toutes les métropoles, il y ait une politique du logement qui consiste à réserver des logements pour les familles qui ont des professions intermédiaires. Ce sont les enseignants, ce sont des employés qui ont des salaires qui sont peu supérieurs au SMIC et qui n'ont pas droit souvent aux aides. C'est souvent en fait... Et du logement social ou du logement privé? Ou du logement privé, ça peut être du logement il peut y avoir des contrats par exemple entre des grands employeurs publics, je prends le milieu enseignant, les rectorats, et puis par exemple des régies de logement ou même des bailleurs privés. Bon, c'est pas ce qu'on a creusé dans cette note et on creusera cette politique du logement, mais le malaise des jeunes, il est dans le diplôme qui s'est dévalorisé et dans le logement qui s'est dégradé. Pourquoi les politiques s'emparent pas du sujet? Le logement, franchement, c'est un échec du septennat Macron. Il y a eu je ne sais pas combien de ministres du logement. Ils considèrent que c'est une rente. Emmanuel Macron, il s'est jamais vraiment intéressé. On n'arrive pas sur ce sujet. Il y a des débats là-dessus, mais il y a une politique qui a été celui du logement d'abord, qui a justement consisté à essayer d'encourager la construction. Il y a eu la crise du Covid, il y a eu des moments difficiles, et à justement se focaliser pas seulement sur le logement social des plus modestes, et c'est important aussi, mais sur cette catégorie intermédiaire qui a aujourd'hui la plus grande difficulté à se loger dans les centres-villes. Il y a un sujet aussi, c'est qu'on n'articule jamais, j'ai vécu pour le coup la politique des transports, les transports et le logement. Quand vous faites un certain nombre de réseaux de transports publics de meilleure qualité, etc., en fait, vous améliorez la situation du logement, parce que vous pouvez vivre un peu plus loin, avec néanmoins une qualité de vie et d'accès au travail qui est meilleure. Mais ce qu'on montre là aussi, dans cette note, j'insiste sur un dernier point, c'est la question du patrimoine qui est lié au logement, c'est que le patrimoine s'est énormément concentré sur les plus de 65-70 ans. Pensez bien qu'il y a 50 ans, le patrimoine des trentenaires était supérieur au patrimoine des plus de 70 ans, en moyenne. Aujourd'hui, il est 4 fois inférieur. Donc là, il y a un vrai sujet aussi, et c'est à travers l'achat du logement. Non seulement c'est plus difficile d'acheter un logement aujourd'hui, d'acquérir un logement, mais pour ceux qui ont les revenus les plus faibles, c'est devenu quasiment impossible. Pour le dire autrement, si vous n'êtes pas un héritier, acheter un logement à 30 ans. D'où le sujet héritage derrière. Oui, c'est le dernier point, effectivement. Donc on l'a dit, éducation, logement. Le dernier point, c'est la concentration du patrimoine. Il y a quelques jours, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a dit qu'il fallait taxer ce truc qui vous tombe du ciel, en quelque sorte. Est-ce que il faut revoir la fiscalité des successions? C'est pas l'objet de la note, je rassure tout le monde, pour qu'on mélange pas tous les débats. Bon, moi, je vais être clair. Aujourd'hui, là, dans le débat budgétaire qu'on a, je pense que c'est pas le moment de rouvrir la boîte à taxer supplémentaire. On voit bien qu'il y a quand même un sentiment que tout est compliqué, que tout est taxé. Oui. La question de la transmission, en revanche, faire tourner le capital. Et en fait, c'est la vraie question qui était derrière le mauvais débat sur la taxe Zuckman, si je peux dire. Le débat sur la taxe Zuckman, il a été mal emmanché parce qu'il touche à l'outil de production. Oui. Mais la question qu'on a d'une concentration des richesses et des patrimoines, c'est vrai que ça n'a jamais été aussi élevé dans notre société, pas qu'en France, dans toute l'Europe, que depuis un siècle. Mais sur l'héritage, on a déjà le pays qui taxe le plus. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, pas tout à fait d'ailleurs, parce qu'en réalité, moi je pense, mais c'est pas encore une fois l'objet de cette note, qu'il y a des systèmes dans lesquels vous avez des franchises supérieures, parce qu'aujourd'hui, il y a des classes moyennes qui ont l'impression que leur patrimoine va être taxé au moment de l'héritage. On pourrait augmenter le seuil de franchise et taxer plus au-dessus. Bon, mais c'est un débat qui se fait dans le cadre d'une présidentielle, à mon avis. C'est un débat qui se fait aussi dans une société qui a déjà réparé un certain nombre de ses fractures. Parce que je crois que si on rouvre des fractures entre générations, on va avoir un problème. Le message aussi, j'insiste là-dessus, c'est qu'on parle beaucoup de Nicolas.
mais qu'on parle assez peu de Manon, qui est le prénom féminin le plus donné pour celles qui sont nées en 1995. Et il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est qu'on fantasme la société des années 70 et 80. C'est une société beaucoup plus inégalitaire sur le plan femmes-hommes qu'aujourd'hui. On a réduit quand même de 50%, avec des mesures très fortes, parfois contraignantes. Parce que les femmes travaillent aussi aujourd'hui, elles travaillent pas à l'époque. Aussi il y a des politiques d'égalité salariale qui ont marché en partie. On a réduit de 50%, on a divisé par 2 l'écart de salaire entre femmes et hommes. Un mot sur la mairie de Paris. Est-ce qu'il y aura 3 candidats du socle commun, Pierre-Yves Bournazel, vous, Rachida Dati, ou un seul candidat? Comment ça s'organise aujourd'hui? Écoutez, moi j'ai toujours eu la même position, c'est qu'il faut un candidat du bloc central. Parce qu'on a des valeurs, un projet partagé. Aujourd'hui, il y a Pierre-Yves Bournazel. Moi, j'ai dit que j'étais disponible, mais il faut qu'il y en ait évidemment un seul dans ce bloc central. Et donc tous derrière Rachida Dati? Non, le bloc central, c'est pas tout à fait les Républicains. C'est le bloc qui défend le projet du président depuis 2017. Donc vous vous opposerez potentiellement à Rachida Dati? C'est pas une question de l'opposition. J'ai dit que je ne fais pas ça contre quelqu'un, qui que ce soit d'ailleurs. Je pense qu'il faut que cette famille politique du centre, moi j'y crois, même si on vit des moments difficiles, elle défende ses couleurs, elle défende son projet, elle défende son engagement. Moi je suis à En Marche depuis avril 2016, quand le parti a été créé. Je ne me résous pas à ce qu'on s'efface. Et donc il faut qu'on s'unisse, mais sans s'effacer. Merci beaucoup Clément Beaune d'être venu Merci à vous. Ce matin dans la matinale de l'économie.